Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé et nous en parlons avec un spécialiste du secteur, bien sûr, Éric Le Bérigot, Managing Director Equity Research chez Stifel et en charge notamment de l'analyse du secteur de la santé en Europe. Bonsoir Éric. Bonsoir Eva. Merci d'être avec nous, évidemment, depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est le passage obligé quand vous venez, Éric, faire le point sur l'actualité des stars de l'anti-obésité. Alors, en Europe, c'est Novo Nordisk, mais on regarde évidemment le comparable américain Eli Lilly. Quels ont été les derniers développements déjà thérapeutiques, peut-être, pour ces deux groupes en matière d'avancée ? Alors, pas de grosse avancée depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, mais en revanche, le Capital Market Day de Novo a été assez riche. Impression de force, quoi, vraiment, en une journée. C'était quoi, il y a un mois? Quelques semaines à peine? Oui, c'est ça. Oui, non, un gros mois. Ouais. Un gros mois. Début mars. Donc, avec assez peu de données distillées, une impression de domination de l'espace, aussi bien sur la partie production, où ils investissent vraiment très lourd, et donc on se dit, mais enfin, qui pourra venir les inquiéter sur un sujet capacité de production? Il faut rappeler, les CAPEX, là, en ce moment, c'est 6 milliards de dollars par an. Et quand on voit, alors ils ne sont pas engagés sur plusieurs années, mais on voit un graphe quand même qui montre que les bar charts sur plusieurs années, ça va être à peu près le même ordre de grandeur. Donc 6 milliards par an pendant plusieurs années. On ne voit pas qui pourra venir les chercher sur ce genre de montant. Donc, en fait, c'est ce qui les conduit à dire que même après l'échéance des brevets, ils pensent continuer à jouer un rôle important. Et quand on voit que sur l'insuline, qui est un produit qui a 100 ans d'âge, ils continuent à fabriquer 45% des volumes mondiaux de l'insuline, y compris face à des Indiens ou des Chinois. Aujourd'hui, sur le GLP-1, c'est 65%. Bon, Lilly va monter, d'autres vont arriver. Mais la capacité à les voir tenir 30, 35, 40% dans la durée, c'est pas du tout impossible. Sur un produit commoditisé comme l'insuline, ils arrivent à être encore dominateurs, à être encore... En volume. Compétitifs. Donc en valeur, en valeur, face à la concurrence des produits génériques, quoi, pour dire les choses. Ouais. Donc 45% en volume, plus de 50% en valeur. GLP-1, bon, il y aura plus de concurrence, évidemment, que dans les insulines, mais bon. Et l'autre impression de force, elle était sur la R&D, c'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà sur la génération 3-4, donc en fait, ce qu'ils veulent construire, c'est une franchise avec plusieurs produits, chacun adressant des besoins spécifiques, la maximisation de la perte de poids versus pas forcément perdre 25 ou 30%, parce qu'on commence à dire de plus en plus, tout le monde n'a pas besoin de perdre 30% de son poids. Parfois 15%, c'est très bien, mais 15% de manière très safe, en évitant les effets secondaires gastro-intestinaux, pour s'assurer que les patients tiennent le traitement beaucoup plus longtemps. Quelque chose qui fera perdre du poids de manière beaucoup plus progressive, passer d'un injectable à un oral, enfin... Voilà, ils sont rentrés là-dedans. Et donc là, pareil, on se dit, on voit arriver des concurrents et parfois on me dit, alors telle société, elle a sorti. Oui, mais elle a un produit. Ouais, c'est ça. Face à un nouveau qui va arriver avec une franchise, une gamme. Là, ça va être du quasi. Alors, c'est pas du sur-mesure, mais c'est presque, ou en tout cas, c'est du prêt-à-porter, quoi, presque, de ce point de vue-là. Oui, alors on voit déjà le marché se scinder un petit peu entre le pur besoin de perte de poids. Et puis, on avait parlé les dernières fois des bénéfices cardio-métaboliques associés. Donc, quand on n'a pas juste un loin problème de surpoids... d'être négligeable, hein, c'est ça. Oui, bien sûr. Et donc là, on a un positionnement qui est beaucoup plus médical. Qui dit beaucoup plus médical, dit beaucoup plus de chances d'être remboursé aussi, versus une pure perte de poids où ça sera peut-être plus discutable et où un certain nombre de payeurs feront l'impasse parce qu'ils ne pourront pas tout couvrir. Et donc, bon, sur la maximisation de la perte de poids, Lilly semble avoir un petit avantage. Clairement, les médecins disent que c'est un meilleur produit. Mais Novo a l'avantage de sortir de plus en plus d'études qui montrent que son produit, lui, protège bien au-delà d'une simple perte de poids sur la fonction cardiaque, sur la fonction rénale. On sait qu'on va avoir des données sur NASH au tournant de l'année. L'année prochaine, on a Alzheimer, dans lequel personne ne croit. Mais alors, si ça sort aussi, bon, bah, voilà, tout ça, c'est de l'upside. Donc tout ça pour en arriver à la conclusion, parce que c'est la question qu'on a de manière récurrente. Depuis 2 ans, à la limite, il suffisait de faire du Novo Nordisk qui en était très bien dans l'espace et pas besoin de regarder le reste. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose d'aussi polarisé que ça ? Alors moi, on me dit la valo d'aujourd'hui, elle justifie que Novo puisse doubler de taille en 3 ans. Est-ce que tu penses que Novo peut... Bah oui, en fait, c'est ce que les chiffres disent. Novo peut encore doubler de taille en 3 ans. Donc ça justifie la valo d'aujourd'hui. Alors tout en disant ça,
on sent bien qu'on est à un point quand même où le marché a l'air de vouloir avoir envie de regarder d'autres choses, de trouver peut-être, si ce n'est des alternatives, parce que c'est difficile face au poids de Novo aujourd'hui, de trouver quoi que ce soit d'autre qui puisse avoir la même place que Novo dans un portefeuille, mais peut-être quand même un petit challenger, un numéro 2, numéro 3, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Moi, j'ai une question. Alors, ça me passionne, mais c'est peut-être à la périphérie de votre champ d'analyse, Eric. C'est l'impact de ces GLP-1 sur d'autres industries, à commencer par l'industrie agroalimentaire. Je me souviens que c'était dans une interview qu'il donnait, le patron de Novo Nordisk, il disait « Oui, je commence à avoir des coups de fil. Oui. Le patron de Walmart, de patron de, je les cite, ou d'autres, hein, voilà, de groupes agro. Comment ça marche ton truc? Quels sont les effets? Explique-nous un peu, parce que nous, il faut qu'on soit vraiment au courant de ça, quoi. Ouais. Vous regardez un peu ça, c'est plus le sujet de la santé, hein, mais c'est d'autres industries qui sont concernées, quand même. Alors, dans notre équipe, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont interrogés sur les conséquences. Bon, c'est un petit peu prématuré, mais je pense que certaines industries se préparent quand même à des changements de mode de consommation, clairement, sur l'envie de gras, l'envie de sucre. Donc oui, il y aura forcément des modifications. Ouais. Après, j'ai pas vu encore dans mes collègues sur les autres secteurs. Il n'y a pas de chiffres qui donnent d'évidence rien qui soit radical, mais probablement avec de plus en plus d'acteurs dans l'espace, une production qui permettra de toucher beaucoup plus de personnes. Oui, ça aura ce type d'effet. Le patron de Walmart, ça l'intéresse. Ouais. L'autre sujet qui vous amène, Eric, c'est de savoir s'il faut considérer Sanofi comme étant une valeur à l'achat. Et vous avez récemment répondu oui à cette question, Eric. Oui, et de manière un peu inattendue, j'allais dire, parce que quand il y a eu le gros souci de communication du mois d'octobre, on s'en souvient, pour moi, le sujet était à oublier pour une petite année, et puis on y reviendrait quelque part fin 24. Et puis bon, ils ont eu la réunion R&D au mois de décembre, qui était plutôt assez bien ficelée. Avec le nouveau patron de la recherche. Assez convaincante, voilà. Pas mal de nouveaux visages d'ailleurs au-delà de lui, même un petit peu en dessous, et donc sur janvier-février on a fait un exercice un peu d'échange avec des médecins pour savoir de manière assez objective qu'est-ce qu'ils pensaient de ces candidats médicaments dont nous parlait Sanofi, et le retour qu'on a eu, il était relativement positif, c'est-à-dire que 5 sur 8 molécules testées ont eu un retour positif de la part des médecins. Alors attention, parce que c'est des produits qui ne sont pas encore dans le marché, donc les médecins ne les utilisent pas. Ils s'exprimaient sur le mécanisme d'action, la manière dont Sanofi montait les études cliniques, la concurrence, etc. Mais bon, le feedback était quand même plutôt positif. Donc on s'est dit, quel type de chiffres ça peut nous emmener, ça donc on arrive à peu près à 9 milliards de contributions de ce pipeline en 2030, et 2030 est loin du pic pour ce pipeline. Bon, il n'y a pas beaucoup de ça reflété dans le consensus. Donc, 25, 26, 27, c'est des années de forte croissance. On le sait parce qu'il n'y a pas de produits qui tombent. Il y a le bénéfice de programmes d'économie de coûts. Il y a la croissance des produits lancés, les quelques-uns lancés récemment. Et donc, si on avait successivement une période d'assez forte croissance, puis un pipeline qui commence à arriver... ça serait une telle rupture par rapport à l'historique. Enfin, moi, je ne me figurais même pas à quel point la R&D de Sanofi avait été peu productive sur la décennie précédente. C'est-à-dire que je pense que si on interroge les gens, est-ce que vous savez quel est le deuxième et le troisième plus gros produit de Sanofi aujourd'hui ? C'est toujours l'Antus et le Venox, qui sont des produits qui ont 15 ans, qui sont plus protégés par des brevets, pour lesquels il y a des génériques, qui sont plus en croissance. Enfin, voilà, ça parle des 10 dernières années quand même. Et donc si on avait ne serait-ce qu'une rupture, un changement de cap là, ça serait possiblement un changement de statut pour la société. Et donc sur cette base-là, on s'est dit finalement, il y a assez peu de risques à y aller. Graduellement, on a une publication de phase 3 au milieu de cette année dans la sclérose en plaques. Ce n'est pas le projet le moins risqué, mais il y a des raisons de penser que ça peut sortir positif et donc enclencher une dynamique. Donc voilà, l'idée c'est, je parlais tout à l'heure des alternatives à Novo. On n'en est pas là. Mais on place Novo toujours au-dessus. Oui, je comprends. AstraZeneca qui est en train aussi de faire un comeback, et peut-être Sanofi peut être le troisième larron. Avec une asymétrie forte, vous dites aujourd'hui sur le plan boursier pour Sanofi. Oui, clairement. Et la stratégie R&D, comment vous la décrivez ? C'est-à-dire, moi je comprends qu'ils ont quand même coupé beaucoup de choses dans l'oncologie, par exemple.
Oui, alors c'est la news du moment. Ils sont beaucoup plus recentrés, focalisés sur d'autres domaines aujourd'hui. Oui. Alors ça, les stratégies de recentrage, je crois qu'on avait parlé de Novartis la dernière fois, c'est généralement déjà un message qui porte et qui fonctionne. C'est le message de Sorio quand il arrive chez Astra il y a 10 ans. Voilà, c'est de dire on se recentre sur nos points forts. Donc en l'occurrence Sanofi, c'est le vaccin, les maladies rares et l'immunologie, qui est maintenant le gros du pari. Effectivement, le cancer. Alors j'entends des gens déçus que Sanofi couple, mais il n'est rien sorti depuis 10 ans. Voilà. Et donc il y avait une molécule qui aurait pu relancer, qui a échoué il y a maintenant une grosse année. Bon, il faut en tirer les conséquences et jouer là où on a une chance de gagner. Donc c'est ce qu'ils font. Et effectivement, c'est un des éléments de cette nouvelle stratégie qui peut changer les choses. Merci beaucoup Eric. Merci de venir nous éclairer sur ces sujets de santé avec ce travail d'analyse que vous menez chez Stifel. Vous êtes Managing Director Equity Research chez Stifel. Eric Le Bérigot qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.